Cette question peut être appréhendée à deux niveaux. Le premier est un niveau sociologique, consistant à s'interroger pour savoir si le citoyen actuel est demandeur ou pas d'informations sur l'utilisation de ses impôts. Le second est un niveau technique, consistant à se demander si l'information est facilement accessible ou pas, voire disponible ou pas. Le premier niveau détermine, entre autres, une condition nécessaire mais pas suffisante de la pertinence du second, dans la mesure où, s'il était avéré que le citoyen ne cherchait pas vraiment à connaître le détail de l'utilisation de ses impôts, la question de savoir comment améliorer l'information sur le sujet serait alors vidée de toute sa substance. Par contre, s'il était avéré que le citoyen considère l'amélioration de son information sur l'impôt comme étant une priorité importante, cette hypothèse ne nous donnerait par ailleurs aucune clé pour répondre à la question du second niveau. En première analyse, il ne paraît pas du tout évident que la majorité des citoyens soit réellement demandeuse d'informations claires et détaillées sur l'utilisation des multiples impôts qu'ils payent. Et ceci pour un certain nombre de raisons. La première raison, c'est que le citoyen considère comme une tâche surhumaine d'acquérir une connaissance exhaustive des environ 230 impôts et taxes et contributions, droits, prélèvements, cotisations obligatoires qui grèvent pratiquement toutes ces actions de la vie quotidienne. La seconde raison, c'est que la majorité de ces prélèvements obligatoires n'est pas clairement fléchée, ce qui fait que le citoyen a tendance à considérer que toutes ces sommes sont réunies dans un pot commun pour être ensuite réparties selon des arbitrages gouvernementaux qui lui échappent. La troisième raison relève, elle, du phénomène de déresponsabilisation généralisée des citoyens, soigneusement instauré et encouragé par le système représentatif, dans lequel la loi, et notamment la loi fiscale, est fabriquée par un nombre très restreint de personnes, c'est ce qu'on appelle le système oligocratique, et elle échappe à la décision du plus grand nombre. En conclusion, il s'avère que l'extrême complexité du système fiscal français constitue à elle seule un élément dissuasif pour celui qui souhaiterait s'intéresser quelque peu aux détails de ces arcanes. Mais cette complexité est-elle vraiment obligatoire et inévitable, ainsi que l'affirme le pouvoir? Rien n'est moins sûr. Mais il est certain par contre qu'un système de prélèvement obligatoire simplifié et clarifié améliorerait grandement l'information des citoyens sur l'utilisation de ces impôts. Ceci constitue un premier élément de réponse à la question. Concernant le deuxième niveau, c'est-à-dire le problème de la disponibilité et de l'accessibilité de l'information, il est clair que d'un point de vue factuel, l'information existe bien, qu'elle est donc bien disponible et accessible, mais cette réalité est trompeuse. En effet, si d'un côté nous devons bien reconnaître que l'ensemble des données sur le budget de l'État, avec le détail sur les différentes missions budgétaires, les projets de loi de finances, les rapports sur les prélèvements obligatoires et autres données sociales sont bien effectivement en libre consultation permanente sur le site du gouvernement, gouv.gouv, ou sur celui de l'INSEE, il faut bien constater d'un autre côté que la présentation de cette avalanche de chiffres n'est visiblement pas conçue et organisée pour apporter une réponse à la question posée, c'est-à-dire celle sur la traçabilité de l'impôt. Car la question fondamentale que se pose tout citoyen, c'est celle-là. Lorsque je paye un impôt en achetant un kilo de pommes de terre, à quoi sert cet impôt? Ou encore celle-ci. Lorsque je paye un impôt sur l'achat de ma maison, à quoi sert cet impôt? Etc., etc. Nous pourrons multiplier les exemples. Or, on peut affirmer qu'il n'existe aucune information apportant une quelconque réponse à ce type de question. Par conséquent, et par rapport à la question posée ici, quelles sont les choses qui pourraient être faites pour améliorer l'information des citoyens sur l'utilisation des impôts? La réponse évidente est donc, le problème n'est pas d'améliorer l'information, mais tout simplement d'en donner une. Si par contre,
La question posée sous-entend uniquement: existe-t-il une information sur la répartition du budget de l'État central, par exemple entre l'armée, l'éducation, la police, la justice, la culture, etc. Alors là, nous pouvons effectivement répondre que cette information est assez facilement disponible, mais alors dans ce cas, il aurait fallu poser les questions autrement, par exemple ainsi: quelles sont toutes les choses qui pourraient être faites pour améliorer l'information du citoyen sur la répartition du budget de l'État central? Ça n'est pas la même chose. Cette question serait alors largement différente. Mais nous soupçonnons le gouvernement d'avoir volontairement laissé planer cette ambiguïté afin que la confusion entre répartition du budget de l'État central et utilisation fléchée des impôts citoyens occulte la difficile deuxième problématique au profit de la première, plus facile problématique. En conclusion, nous dirons qu'une bonne chose à faire pour améliorer l'information des citoyens sur l'utilisation des impôts serait de déterminer avec précision à quelles dépenses publiques spécifiques doit être affecté tel ou tel impôt. Une autre chose encore plus utile serait que le citoyen détermine lui-même la répartition du budget annuel, c'est-à-dire qu'il vote lui-même la loi de finances, par exemple par référendum. Alors là, le gouvernement objecterait certainement à cette proposition que le peuple a déjà donné par avance mandat à ses représentants pour le faire, dès l'instant où le citoyen a approuvé les programmes électoraux de ses députés aux élections législatives. Nous répondrons à cette objection que tout le monde sait bien que les programmes électoraux ne sont jamais respectés et que la vraie démocratie, ce n'est pas de signer un chèque en blanc une fois tous les 5 ans à un représentant qui agit ensuite sans contrôle aucun de la part de ceux qui l'ont élu. Le vote de la loi de finances annuelle au suffrage universel serait donc un excellent moyen d'améliorer l'information des citoyens sur l'utilisation des impôts, puisque les citoyens décideraient eux-mêmes de leur utilisation. C'est l'évidence même, et parmi toutes les choses à faire, ce serait, d'après nous, certainement la meilleure. Cette question est double, et ces deux éléments n'étant pas forcément liés. En effet, une fiscalité peut être juste sans être efficace, et vice-versa, efficace sans être juste. De plus, si nous concevons assez bien de débattre sur le caractère juste ou pas d'une fiscalité, il nous paraît plus compliqué de juger de son efficacité. Bon, essayons quand même, et commençons par le plus compliqué, apparemment, la problématique de l'efficacité. Avant de savoir ce qu'il faudrait faire pour que la fiscalité soit plus efficace, nous devons d'abord nous demander qu'est-ce qu'une fiscalité efficace. Afin de nous aider à répondre à cette question assez obscure, nous allons utiliser une technique courante qui consiste, pour définir un concept trop large, à tenter de le confronter à son contraire. Ce qui, dans le cas présent, donnerait qu'est-ce qu'une fiscalité inefficace? L'inefficacité d'une fiscalité, le terme fiscalité étant considéré en tant que synonyme de ensemble de prélèvements obligatoires, peut provenir de plusieurs motifs. Soit un coût de gestion trop élevé, soit une utilisation des ressources non conformes à leur destination prévue, soit encore une utilisation ne donnant pas les résultats escomptés par celui qui l'a créée. Une fiscalité plus efficace serait donc une fiscalité qui évite ces trois cas de figure, c'est-à-dire qui abaisse le coût de gestion des prélèvements obligatoires, qui utilise les ressources conformément à leur destination prévue et qui obtient les résultats escomptés par celui qui a créé la fiscalité. Étudions ces trois pistes possibles, en commençant par abaisser le coût de gestion des prélèvements obligatoires. Alors, ce coût de gestion des prélèvements obligatoires, c'est une donnée extrêmement difficile à obtenir, pour la bonne et simple raison qu'elle n'existe pas. Nous pouvons trouver sur le site de l'INSEE, ou sur le site du gouvernement, toujours, une multitude d'informations, mais pas celles qui nous éclaireraient sur la question de savoir combien coûte exactement la gestion administrative de l'ensemble des prélèvements obligatoires.
Un rapport de 2014, conjoint de l'inspection des finances et de l'IGAS, l'inspection générale des affaires sociales, indique en introduction que, je cite, « l'efficience de la gestion des prélèvements obligatoires est une préoccupation secondaire des acteurs » et qu'elle se révèle en pratique difficile à évaluer, et que les coûts de gestion ne sont pas un critère d'élaboration de la norme fiscale et sont suivis de manière très hétérogène par les collecteurs, et que le Parlement, comme les administrations participant à l'élaboration de la norme fiscale, n'ont que très peu intégré la dimension des coûts de gestion. Et encore que, bien que les mesures fiscales et sociales fassent l'objet de débats fournis au sein du Parlement, la dimension des coûts de gestion n'est pratiquement jamais prise en compte. Et que, enfin, dit ce rapport, les débats, aussi bien en assemblée qu'en commission, se concentrent sur des sujets connexes à cette problématique, mais qui sont, ces sujets, porteurs d'enjeux plus larges, tels que le montant de la dépense fiscale, ses bénéficiaires, ses effets vertueux ou pervers sur la lisibilité du dispositif pour le contribuable. Autrement dit, en termes clairs, et si nous en croyons toujours ce rapport, le législateur fiscal se contrefiche de savoir combien coûte la collecte de l'impôt, c'est-à-dire en fin de compte de son efficacité comptable. Voici donc un élément de réponse pour ce qui est du premier critère, désignant très clairement les services internes du ministère des Finances en tant que responsables de l'inefficacité. Par ailleurs, un rapport de la Cour des comptes, cette fois publié en juillet 2016, plaide pour une simplification et une rationalisation de la collecte des versements effectués par les seules entreprises, dont le coût annuel, ces versements, sont estimés à 5,2 milliards d'euros, ce qui pourrait bien porter la totalité du coût, tous acteurs confondus, à plus de 10 milliards. Une autre approche serait de totaliser les budgets de fonctionnement du ministère des Finances, du Centre des impôts, de la CAF, de la Sécurité sociale, de l'URSSAF, de Pôle emploi et des principales caisses de retraite, chiffres que le gouvernement serait d'ailleurs bien inspiré de fournir aux citoyens. En bref, ne pouvant pas compter sur l'impartialité d'éventuelles commissions ad hoc chargées de contrôler un système représentatif dont elles émanent elles-mêmes, nous pensons que seule une commission citoyenne exempte d'élus et de mandataires de l'État serait à même de juger si le coût de gestion des prélèvements obligatoires est trop élevé ou pas, et donc si ce critère doit être porté ou pas au débit de l'efficacité de l'ensemble du dispositif fiscal. Deuxième piste. Vérifier que l'utilisation des ressources est bien conforme à leur destination prévue. Pour cela, il conviendrait tout d'abord de préciser que cette vérification ne pourrait concerner par définition que des prélèvements dont la destination aurait été au préalable clairement fléchée. Il existe en effet dans l'esprit commun une large suspicion sur la transparence des méandres qui irriguent le réseau budgétaire et sur la réaffectation occulte des sommes d'un compte sur un autre sans qu'une explication publique en soit donnée. L'existence de cagnottes ou de caisses noires pouvant être utilisées sans justification, dont par exemple la réserve parlementaire, nourrit également les supputations. Nous dirons que, de même que pour le point précédent, seule une commission citoyenne réellement indépendante de la classe politique pourrait être en mesure d'effectuer ces vérifications en toute impartialité. Troisième piste. Vérifier que l'utilisation des prélèvements donne bien les résultats escomptés. Alors, en matière de prélèvement obligatoire, la notion de résultat est relié tout naturellement à l'objectif initial poursuivi par le prélèvement concerné. Les prélèvements obligatoires peuvent en effet poursuivre trois types d'objectifs distincts, mais possiblement associés. 1. Financer les services publics. 2. Opérer une redistribution des revenus. 3. Agir sur les comportements. Alors, voyons tout d'abord la question 1, la question du financement des services publics. Lorsque nous jugeons que le fonctionnement de tel ou tel service public est défectueux, donc pas efficace, faut-il pour autant
en rendre responsable son financement, donc l'impôt. L'expérience tendrait généralement à prouver que ce dysfonctionnement relève plus de son mode de gestion que de son financement. Dans le cas cependant où l'inefficacité du service public incriminé serait attribuée, selon ses acteurs internes, à un financement insuffisant, il conviendrait alors de vérifier si la corporation concernée, en soutenant cette thèse, défend réellement l'efficacité du service rendu aux usagers, ou bien si elle ne plaide que pour une revalorisation de ses propres rémunérations ou avantages particuliers. Alors voyons maintenant ce qu'il en est des deux autres critères d'efficacité, celui en matière de redistribution des revenus et celui en matière d'action sur les comportements. De ces deux points de vue, il convient de rappeler que l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen stipule que l'impôt a pour objet de financer l'entretien de la force publique et les dépenses d'administration. Ce libellé ne fait pas du tout état d'une quelconque vocation de l'impôt à agir sur les comportements, pas plus qu'il ne lui affecte une fonction redistributive consistant notamment à prélever des sommes aux plus riches pour les transférer aux plus pauvres. Force nous est donc de constater que la Constitution française, dans son libellé, limite l'utilisation de l'impôt aux seules dépenses de fonctionnement de l'État et que les deux autres fonctions aujourd'hui constatées, la redistribution des revenus et l'action sur les comportements, ont été installées par la coutume politique sans qu'elles aient fait l'objet d'une quelconque ratification constitutionnelle. Or, il est avéré que la France n'est pas un pays de droit coutumier, mais un pays de droit écrit. Et nous pensons qu'il conviendrait donc, en toute logique, que ces nouvelles attributions de l'impôt soient entérinées par une modification constitutionnelle afin que le citoyen comprenne bien à quoi sert l'impôt, ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire. En l'absence d'une telle clarification législative, la porte reste grande ouverte pour n'importe quel gouvernement d'utiliser l'arme de l'impôt dans la poursuite de l'objectif de son choix, sans avoir à en référer à quiconque et sans pouvoir être bridé par un conseil constitutionnel, même indépendant. Voici pour la forme. Pour ce qui concerne le fond de la question, et toujours en matière d'efficacité, il convient d'étudier maintenant si l'impôt donne de bons résultats dans ces deux domaines qu'il s'est récemment auto-attribués, la redistribution des revenus et l'action sur les comportements. Voyons le premier point, l'efficacité supposée de l'impôt en matière de redistribution des revenus. Cet objectif affiché, qui est de réduire les inégalités de richesse entre les citoyens par les transferts de sommes issues des prélèvements obligatoires, est malheureusement, manifestement, loin d'être atteint, puisque nous constatons que plus le temps passe, plus l'écart s'agrandit entre les revenus des plus riches et les revenus des plus pauvres. Selon un rapport de l'OCDE de mai 2015, les inégalités entre riches et pauvres sont au plus haut depuis 30 ans et la France est le pays où ces inégalités sont le plus creusées. Il apparaît donc bien que la ponction fiscale obligatoire, en son état actuel, soit particulièrement inefficace sur ce point. Et comment donc la rendre plus efficace? La simple logique arithmétique nous conduirait à penser qu'il faut prélever encore plus aux classes disposant de hauts revenus et prélever encore moins à celles disposant de faibles revenus, afin de faire en sorte que l'écart se resserre. Au niveau des bas revenus, ce réajustement ne pouvant guère s'effectuer par une baisse de l'IRPP, impôt sur les personnes physiques, puisqu'ils sont déjà exonérés pour la plupart. Il conviendrait donc d'envisager une exonération sous condition de ressources de toutes les autres taxes fixes, telles foncières, habitation, taxe sur l'audiovisuel, taxe communale, taxe sur l'eau, énergie domestique, assortie de la gratuité de ces fournitures dans la limite d'un certain quota. Concernant les prélèvements sociaux, tels que cotisations santé, chômage, retraite, la même logique arithmétique pourrait être alors appliquée, à savoir que leur taux pourrait être dégressif pour les bas salaires, voire égal à 0 pour les bas revenus. Parallèlement, l'ensemble de ces taxes, naturellement, et cotisations devraient être rehaussées dans les mêmes proportions pour les hauts revenus. Ces mesures simples
permettrait ainsi à la fonction redistributive du prélèvement obligatoire de devenir enfin efficace, ce qui est une réponse à la question posée. Qu'en est-il enfin de l'efficacité de l'impôt en matière d'action sur les comportements? Avant même de parler d'efficacité ou pas des impôts à caractère soi-disant dissuasif, nous devons affirmer, il faut affirmer, que cette forme d'impôt est extrêmement contestable. Autant, il paraît acceptable et légitime une sanction pécuniaire en cas d'infraction à la loi, autant nous interrogeons sur l'éthique d'une sanction pécuniaire destinée à réprimer des agissements pourtant en parfaite conformité avec la loi. En réalité, nous assistons ici et maintenant à une véritable fuite en avant de la fiscalité dans ce domaine. À première vue, on pourrait penser qu'il s'agit là de simples prétextes pour renflouer les caisses de l'État, mais ce n'est qu'en partie vrai. Et il ne s'agit pas que de cela. La raison principale de l'emballement de la fiscalité est que celle-ci est de plus en plus considérée comme un outil pour inciter et punir les contribuables. Alors, il y a tout d'abord la fiscalité incitative. Par exemple, les entreprises sont ainsi incitées à investir et à développer leurs activités dans une direction privilégiée par le législateur. La mesure fiscale procure alors une économie d'impôt, sous la forme d'une réduction de taux, d'une réduction d'assiette imposable ou de l'octroi d'un crédit d'impôt. C'est la carotte, dénommée également niche fiscale. À côté, il y a la fiscalité punitive. Le législateur cherche alors à encadrer les comportements qu'il condamne ou à en limiter la portée. Cette fois, la mesure alourdit la charge fiscale au travers d'une augmentation de l'impôt lui-même ou de l'application de pénalités. C'est le bâton. Un rapport de 2015 de l'Institut Messine, c'est un think tank, club de réflexion, créé par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Ce rapport précise que la neutralité économique de l'impôt est une vertu qui devrait être cultivée. En effet, ce rapport dit qu'il y aurait beaucoup à dire sur le fait que, de cette façon, l'État s'immisce dans la gestion même des entreprises, se mêlant de tout, rendant politique la moindre de ses décisions. Ainsi, des hommes politiques qui n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise, aidés par des fonctionnaires protégés dans leur emploi, disent à des entrepreneurs combien payer leurs collaborateurs, combien rémunérer leurs actionnaires, comment investir, mais aussi comment recruter, comment former leurs salariés, etc. Ce rapport souligne la pauvreté des données disponibles sur l'efficacité réelle de l'impact effectif de la fiscalité comportementale. Il dit que les études d'impact a priori sont incomplètes et imprécises et celles a posteriori sont insuffisantes. Ce qui signifie en termes clairs que l'État met en œuvre des mesures fiscales pour changer les comportements, mais ne se préoccupe pas sérieusement de leur évaluation. Pour le dire autrement, les responsables politiques considèrent qu'ils ne prennent que de bonnes décisions et qu'en mesurer l'impact ne serait par conséquent que perte de temps. Deuxième problème. Les discriminations sont de plus en plus nombreuses. En effet, ces mesures fiscales sont de moins en moins les mêmes pour tous. Les dérogations fleurissent, ciblant un secteur d'activité ou une région, les dispositifs zonés. Et l'inégalité devant l'impôt devient alors croissante, fruit d'un lobbying bien mené, contredisant ainsi l'égalité de tous devant la loi et l'impôt, affirmée dans la Constitution. Troisième problème. Les mesures fiscales incitatives ont un coût colossal. 72 milliards d'impôts en 2013, 79 en 2014 et 82 milliards en 2015. Cumulées, les dépenses fiscales liées au crédit d'impôt recherche, au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, représentent près du quart des recettes fiscales de l'impôt sur les sociétés. Quatrième problème. Tout cela ne sert pas à grand-chose. Pourquoi? Ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est le comité d'évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales qui l'écrit dans son rapport de 2011.
Il dit 19% de ces dépenses relèvent de dispositifs incitatifs inefficaces, c'est-à-dire qu'ils n'atteignent pas leurs objectifs, et 47% de dispositifs peu efficients, c'est-à-dire qu'ils n'atteignent que partiellement leurs objectifs. Pour l'année 2011, ça représentait 40 milliards d'euros de dépenses fiscales inutiles. Ce rapport s'intéresse ensuite aux raisons qui font que tous ces dispositifs n'ont qu'une efficacité réduite. Elles proviennent essentiellement du fait que les entreprises se méfient de toutes ces mesures qui n'ont souvent pas de cohérence entre elles, voire se contredisent. C'est le cas par exemple de la fiscalité immobilière qui incite, d'un côté, Pinel et abattement de 30% sur les cessions de terrain à bâtir, et pénalise, de l'autre côté, relèvement des droits de mutation. L'instabilité chronique de la norme fiscale est aussi la cause d'un attentisme de la part des entreprises. Pour reprendre l'exemple de l'immobilier, les deux mesures citées ont été prises pour atténuer les effets de la loi Allure, adoptée seulement quelques mois auparavant. Bref, comme à l'armée, avant d'obéir à un ordre, on attend le contre-ordre. Une autre cause d'instabilité dans l'application de la norme fiscale procède des changements de position de l'administration fiscale quant à l'interprétation des textes fiscaux, qui n'est pas toujours très claire et qui dépend des consignes politiques du moment données aux agents du contrôle et du recouvrement. Enfin, la petite rétroactivité. Cette notion qui permet à la loi de finances d'agir rétroactivement pour l'année écoulée, c'est-à-dire que les mesures votées en fin d'année s'appliquent en pratique à des situations nées au cours de l'année, au moment où les entreprises étaient dans l'ignorance de la règle qui leur serait applicable. Cette petite rétroactivité est contraire au principe absolu de non-rétroactivité de la loi, stipulé dans l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui stipule que nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. Toutes ces considérations factuelles renforcent encore notre position de rejet pur et simple de la fiscalité comportementale. En conclusion, nous considérons qu'il n'entre pas dans les missions de l'impôt de modifier les comportements des citoyens et que ce rôle auto-attribué, ne figurant dans aucun texte constitutionnel, est contraire aux principes d'éthique sociale qui devraient guider la puissance publique. Après avoir effectué l'étude de la problématique de l'efficacité ou pas de l'impôt, abordons maintenant la deuxième problématique, celle de la justice ou pas de l'impôt. En reprenant le libellé exact de la question, que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste? Alors, commençons cette analyse par deux remarques préliminaires. Première remarque. C'est un rappel que nous pourrions mettre en facteur à toutes les questions posées par la commission du grand débat. C'est tout simplement le fait qu'en posant ce type de questions, le gouvernement reconnaît implicitement que sa fiscalité n'est pas juste et n'est pas efficace. Cet aveu tranche avec le discours habituel qui divinise la fiscalité comme étant la solution et le remède à tous les dysfonctionnements de la société. Et il révèle qu'en fait la fiscalité est l'outil numéro 1 du gouvernement, voire même, si nous allons au fond des choses, le seul outil. Deuxième remarque, c'est que cette question elle associe deux notions de nature très différentes, l'une objective et l'autre subjective. En effet, si notre opinion sur l'efficacité de telle ou telle mesure fiscale peut être fondée et argumentée sur des éléments relativement factuels, il n'en va absolument pas de même pour notre opinion sur son caractère juste ou injuste. En effet, juger du caractère juste ou injuste de la fiscalité suppose que nous soyons mis d'accord au préalable sur une définition commune et agréée par tous du concept général de justice, voire de son corollaire, la justice sociale. Qu'est-ce que la justice sociale? En utilisant le système de définition inversé déjà préconisé pour le concept d'efficacité, on serait alors amené à reformuler la question ici. Que faudrait-il faire pour que la fiscalité ne soit plus injuste? Dès lors,
notre réponse devient plus facile et s'articule autour de l'idée suivante. Si la fiscalité frappait plus fort les hauts revenus et moins fort les bas revenus, elle cesserait automatiquement d'être injuste et deviendrait alors plus juste. Ceci constitue un premier élément de réponse à la question posée, qui a d'ailleurs été déjà exposé dans nos commentaires précédents. Un deuxième élément de réponse s'attacherait à entrer dans le détail des différentes formes de fiscalité afin de juger du caractère injuste de tel type de fiscalité en raison de sa nature même et non pas de sa quotité. Une première classification dans la galaxie fiscale peut nous aider dans cette démarche en commençant par repérer une distinction entre les prélèvements directs et les prélèvements indirects. Nous regrouperons sous la rubrique prélèvements directs tous les prélèvements effectués sur une personne physique ou morale proportionnellement à l'état de ses revenus et sous la rubrique prélèvements indirects tous les prélèvements opérés sur une personne physique ou morale indépendamment de l'état de ses revenus. Les prélèvements indirects les plus connus sont la TVA, 160 milliards, qui constitue plus de la moitié des recettes de l'État central, les taxes foncières et d'habitation, 60 milliards, la TICPE, 25 milliards, les droits de mutation et d'enregistrement, 35 milliards, et les autres recettes indirectes, 20 milliards, soit près de 1/3 des prélèvements totaux. Ces prélèvements frappent du même montant les riches et les pauvres lorsqu'ils engagent une dépense identique. Ils sont donc contraires à l'objectif de justice sociale prôné par le gouvernement et de ce fait devraient être supprimés afin de rendre l'impôt plus juste, comme nous avons déjà commencé à le suggérer plus haut et comme il nous est demandé dans la question posée. Le manque à gagner, environ 300 milliards, devrait alors naturellement être compensé par un relèvement des impôts directs et notamment des tranches supérieures. La question nous semble mal posée. En effet, le problème n'est pas tant de réduire le déficit, mais plutôt de viser à le supprimer. Car aucune organisation, pas même une collectivité nationale, ne peut subsister durablement en dépensant plus qu'elle ne gagne. Bien plus, le déficit cumulé de la France depuis 1975 en euros constants avoisine les 2200 milliards, soit à peu près le chiffre d'affaires, c'est-à-dire le PIB d'une année entière. Alors l'objectif serait plutôt de se mettre à faire du bénéfice afin de commencer à réduire ce déficit cumulé, inscrit au passif du bilan de la nation. Un objectif raisonnable serait de viser un bénéfice annuel de 50 milliards au lieu de 50 milliards de déficit afin de pouvoir envisager un retour à l'équilibre comptable vers 2064. La véritable question est donc comment faire un bénéfice de 50 milliards par an de façon durable à partir de tout de suite et maintenant. Il est surprenant que les énarques qui ont rédigé cette question n'aient pas pensé à la formuler ainsi. Mais par bonheur, les citoyens ont l'occasion de rectifier cette bévue dans le cadre de ce grand débat. Pour ce qui concerne la question concrète à la question, elle relève d'un problème d'arithmétique simplissime qu'un écolier de CM1 serait en mesure de résoudre. En effet, 50 étant le bénéfice à obtenir, R étant les recettes de l'État, D les dépenses, il faut écrire R moins D égale 50, dès lors peu importe la valeur est de D, pourvu que leur différence soit égale à 50. La fixation de ces valeurs dépendant de la décision exclusive d'un nombre très restreint de personnes très compétentes, environ 1000 personnes, députés, sénateurs ou fonctionnaires, et pas du tout des citoyens ordinaires, il est également surprenant que ces élites demandent aux citoyens ordinaires de les aider à résoudre un problème aussi simple. Malheureusement, dans la réalité, il s'avère que peu de citoyens ont actuellement, et dès aujourd'hui, une idée précise sur l'aspect chiffré de cette question. Le déficit chronique de la France, en effet, est masqué aux yeux du grand public et dans ses conséquences budgétaires par une multitude d'emprunts auprès de banques privées et générateurs d'agios à hauteur de 50 milliards d'euros par an. Et afin de pouvoir payer ces agios, et leur tenter de rembourser un peu du capital emprunté, l'État réemprunte régulièrement à d'autres banques, utilisant ainsi le système bien connu dit de cavalerie,
qui constitue, soit dit en passant, un délit lorsqu'il est pratiqué par une entreprise du milieu ordinaire. Ce micmac monétaire et financier est naturellement incompréhensible pour le citoyen ordinaire, qui peut alors être tenté de considérer que cette dette n'est en réalité que virtuelle, et qu'il suffirait que les banques consentent à l'État des abandons de créances pour que la dette soit ainsi effacée d'un seul coup de clavier informatique. Cette opinion est assez répandue et recueille souvent les faveurs du public, mais elle ignore toutefois les règles de base de la comptabilité qui disent que cette opération serait synonyme de faillite pour les établissements bancaires et par conséquent de disparition des avoirs, nos avoirs de nous autres citoyens ordinaires, clients de ces mêmes établissements bancaires. Une autre technique assez proche consisterait pour les banques à prélever automatiquement un certain pourcentage des dépôts de nous autres les citoyens ordinaires pour financer ces abandons de créances. Cette proposition inquiétante a d'ailleurs été faite par le FMI lui-même, le Fonds monétaire international. Elle consisterait à prélever une somme de 10% sur tous les dépôts supérieurs à 100 000 euros. Cette technique permettrait, d'après eux, de réduire, voire de solder la dette sans recourir à des hausses d'impôts ni à des réductions de dépenses. Nous rejetterons naturellement cette proposition de la façon la plus ferme. Au vu de ce constat, et compte tenu que le recours à la magie ne saurait constituer une piste sérieuse, nous ne saurions trop conseiller à nos dirigeants de consulter les citoyens par la voie directe du référendum, par exemple, celui-ci devant naturellement intervenir après une phase de réflexion préalable suffisamment longue, afin de tenter d'avoir une réponse précise à cette question cruciale. Cette question est incompréhensible. On ne voit pas comment la baisse des impôts pourrait être un facteur de réduction de la dette. Le fait de lier ces deux objectifs dans cette question relève d'un stratagème des rédacteurs, déjà plusieurs fois dénoncé. Baisser les impôts et réduire la dette sont deux objectifs différents, sur lesquels nous sommes déjà largement exprimés. Vouloir lier les deux, c'est vouloir mettre de la confusion dans l'esprit du citoyen. Nous ne rentrerons pas dans ce piège. Parmi les dépenses de l'État et des collectivités territoriales, dans quel domaine faut-il faire avant tout des économies? L'éducation, la recherche, la défense, la sécurité, les transports, l'environnement, la politique du logement, autre option. Alors, voici une question plus claire, très claire, et plus précise, et très précise, à laquelle nous ne nous déroberons pas, car il existe manifestement 3 postes budgétaires au moins, qui nous semblent pouvoir être réduits de façon significative en visant un objectif d'économie de 65 milliards par an. La défense, la recherche, la culture. Voyons le premier poste, la défense. Cette mission défense regroupe l'environnement, la prospective et le soutien de la politique de défense, d'une part, et la préparation de l'emploi et l'équipement des forces armées, d'autre part. Elle pourrait être considérée dans l'hypothèse d'une nation ayant opté pour la neutralité, la démilitarisation et refusant toute intervention extérieure et dont la protection en cas d'agression serait assurée dans le cadre d'une stratégie de défense passive. Outre que cette option tarirait à sa source les causes du terrorisme, le contenu de la mission défense pourrait donc être limité à la diffusion de documents d'information et à des actions de propagande en faveur de cette option civile nationale, non violente et de neutralité. Son budget pourrait être ainsi ramené à 2 milliards au lieu de 42 milliards, soit une économie de 40 milliards. Deuxième poste, la recherche. Le budget de la mission recherche, actuellement intégré à celui de l'enseignement supérieur, est de 18 milliards. La politique actuelle de recherche est fondée sur le principe du tous azimuts, c'est-à-dire que tout ce qui peut être cherché est cherché. Aussi bien dans les domaines de l'observation du mouvement des pupilles lorsqu'on regarde une tablette informatique, que sur les habitudes d'écoute musicale sur baladeurs des jeunes de 14 à 18 ans, que sur les résultats possibles de l'implantation d'un neurodisque sur le cerveau des chimpanzés, ou encore
sur la possibilité de s'affranchir de la deuxième loi de la thermodynamique par la découverte du mouvement perpétuel de première espèce. Ce budget mirobolant alimente une véritable industrie de la recherche avec des infrastructures et des frais de personnel pharaoniques. A contrario, des arbitrages citoyens pourraient décider des seules recherches réellement utiles, des seuls domaines de recherche réellement utiles à l'intérêt général, et non pas à celui des lobbies scientifiques qui en profitent actuellement et qui les initient. Dans ces conditions, le budget de cette mission pourrait être ramené à 4 milliards au lieu des 18 milliards, soit un gain de 14 milliards. Troisième poste, la culture. L'évaluation des dépenses publiques affectées à la culture n'est pas chose aisée, car il convient de prendre en compte, en addition du montant de la mission budgétaire du ministère proprement dit qui apparaît pour 3 milliards d'euros, les dépenses prises en charge par d'autres ministères, tels celui de l'éducation, des affaires étrangères, de la recherche, ainsi que celles émanant des collectivités locales. L'affaire se complique encore lorsqu'il s'agit de comptabiliser le tout, car, fidèle à son habitude de non-transparence, l'État ne laisse voir que des chiffres simples et peu porteurs de polémique, tout en maintenant soigneusement masqués les éléments les plus complexes résultant de sa cuisine analytique interne. C'est ainsi que le dernier rapport officiel émanant du département des études de la prospective et des statistiques du ministère de la Culture, chiffrant les dépenses culturelles des collectivités locales à 7 milliards d'euros, date de 2006, et que celui issu du même organisme chiffrant les dépenses culturelles des autres ministères, autres que celui de la culture, à 21 milliards de francs, c'est un rapport qui date de 1997, c'est-à-dire 3,2 milliards d'euros. Le montant de la mission budgétaire du ministère de la Culture reste donc le seul facilement accessible avec ces petits 3 milliards officiellement déclarés, auquel il convient d'ajouter, bon, éventuellement déjà celui de la mission redondante appelée Médias, Livres et Industrie culturelle, pour un montant de 0,7 milliards, mais également tous ceux que nous venons d'énumérer. Alors en prenant notre calculette, on obtient la somme rondette de 3 plus 0,7 plus 3,2 plus 7 égale 14 milliards, somme qui devrait sans doute être actualisée encore à la hausse, puisque la moitié de ses composantes sont tirées de statistiques déjà très anciennes. Ce budget apparaît réellement astronomique si nous considérons qu'il représente le double de celui de la justice, 7,3 milliards d'euros, et qu'il avoisine celui de la sécurité intérieure, 17 milliards d'euros. Nous observerons que, en dépit de la hauteur de cette somme, la plupart des monuments et musées publics ne proposent toujours pas la gratuité de l'accès, ce qui serait pourtant le minimum pour un service public aussi dispendieux. En comparaison, nous observerons que le poste le plus élevé, c'est celui du soutien au spectacle vivant, théâtre, danse, etc., qui ne semble pas devoir être considéré pourtant comme une priorité de la conservation du patrimoine. Dans ces conditions, nous pourrions imaginer qu'afin de réaliser des économies budgétaires destinées à éviter que le pays ne soit confronté à la faillite monétaire et à la ruine des comptes bancaires des citoyens ordinaires, les dépenses de cette mission soient limitées à l'entretien et à la gratuité d'accès du patrimoine historique et culturel de la nation, soit un budget pouvant être chiffré à 2 milliards au lieu de 17 milliards d'euros, c'est-à-dire une économie finale de 15 milliards. Le total de ces trois mesures que nous préconisons se chiffrerait donc à un gain annuel de 40 plus 14 plus 15 égale 65 milliards d'euros, ce qui conduirait à éponger le déficit des 2200 milliards cumulés en 33 ans. Afin de financer les dépenses sociales, faut-il selon vous reculer l'âge de la retraite, augmenter le temps de travail, augmenter les impôts, revoir les conditions d'attribution de certaines aides sociales, lesquelles autres précisées? La conséquence logique de l'allongement de la durée de la vie semble bien être le recul de l'âge de la retraite. Ce point paraît peu discutable. Par ailleurs, l'accroissement démographique constitue une menace pour la sécurité alimentaire dans l'hypothèse fort probable où la disponibilité en ressources naturelles finies va décroître et où les terres arables rendues stériles par la mise en œuvre de l'agriculture industrielle
ne pourront plus maintenir la production à son niveau actuel. Et de ce point de vue, toutes les aides sociales favorisant la natalité devraient être supprimées. Et par ailleurs, la plupart de ces aides, regroupées sous des vocables divers, allocations familiales, aide de parents isolés, aide à l'enfance, aide à la scolarité, etc., etc., ne sont pas attribuées sous conditions de ressources. Elles sont donc injustes d'un point de vue social, ce qui renforce encore l'argumentation en faveur de leur suppression. Le concept de l'État-providence doit avoir ses limites, au risque de produire une société d'irresponsables chroniques et d'assister devenus définitivement incapables de réagir aux bouleversements pouvant notamment intervenir dans le cadre d'une décroissance de la production des biens et services liée à la raréfaction des ressources minérales et énergétiques. Cette réactivité citoyenne, qui rejoint la capacité génétique adaptative de l'espèce humaine identifiée par tous les anthropologues comme étant le moteur principal de l'évolution, ne doit pas être définitivement supplantée par l'action réflexe du recours systématique à l'État. Car cet État pourrait bien ne pas être en mesure d'apporter une réponse automatique à certains problèmes à venir. Tant que l'État n'aura pas pris en compte l'intégralité des problèmes décrits plus haut, aucune action citoyenne n'aura pas profondément modifié son fonctionnement afin de restaurer la confiance des citoyens envers leurs dirigeants. Et considérant que la France est le pays du monde où la ponction étatique sur le PIB demeure la plus élevée, il résulte de tout ça que tout accroissement supplémentaire des prélèvements obligatoires ne peut apparaître aux yeux du citoyen ordinaire que comme une spoliation supplémentaire et insupportable. Certainement pas. Comme nous l'avons déjà expliqué, la vocation de la fiscalité n'est pas de remplacer le code pénal, ni le code civil, ni même la Constitution. Si tant est qu'une des missions de l'action du gouvernement soit de modifier les comportements des citoyens, alors encore faudrait-il que cette mission lui soit clairement notifiée par une injonction constitutionnelle claire et précise. De plus, et à supposer que cet ajout constitutionnel soit réalisé un jour, il faudrait ensuite déterminer les critères permettant de modifier certains comportements et enfin désigner les personnes ou les instances habilitées à juger de ces critères. En l'absence d'institutionnalisation de la pratique, telle que nous venons de la définir, toutes les mesures fiscales à objet comportemental, qui sont décrétées aujourd'hui, ne procèdent en réalité que d'un arbitraire validé par aucun principe constitutionnel, ni même par aucun fondement théorique du droit. Il y en aurait bien d'autres, mais les structures spécifiquement dédiées au débat citoyen sont inexistantes en France et de ce fait, les citoyens ne peuvent ni exposer ces points, ni les développer.